journée aujourd'hui avec du soleil, des températures chaudes, 27 degrés. C'est ce qu'on aura dans quelques minutes ou heures. En tout cas, ça grimpe doucement. Les nappes de brouillard, c'était joli ce matin, mais c'est pas mal dissipé. Le vent souffle du sud-ouest à 20 km/h. Avec l'indice humidex au ressenti, 32 degrés. Il faut le dire, c'est quand même chaud. Ce soir et cette nuit, ça reste dégagé. Vous pourrez voir la lune qui va être presque pleine. Et là, en fait, elle était pleine cette nuit. Et 11 degrés pour cette nuit. Demain, jeudi, du soleil, 26 degrés au thermomètre, encore chaud avec un indice humidex de 30. Ça va commencer à baisser, là, je vous dirais, doucement à partir de vendredi avec 23 degrés. Les matins éphémères vous est présenté par la Boîte à pain, la Caisse d'économie solidaire Desjardins et la Caisse Desjardins de Limoilou. Ensemble, appuyons la radio d'ici qui renforce notre culture locale et notre communauté. Bonne émission. Voilà, on va parler à Georges Gaumont. Un mot pour vous dire qu'au lendemain des explosions de téléavertisseurs du Hezbollah que le mouvement islamiste libanais impute à Israël, on verra là les résultats d'enquête. La communauté internationale crée encore une fois, c'est une rhétorique qui prend de plus en plus de place, mais c'est ça aussi la réalité. Alors, on a peur d'une escalade du conflit au Moyen-Orient. Alors, c'est dans ce contexte à haut risque que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu aujourd'hui en Égypte où il va discuter, entre autres, d'un cessez-le-feu à Gaza. Encore une fois, je pense que je sais pas s'il savait en prenant pas ce qu'il allait discuter, autant de paix au Moyen-Orient. On va discuter aussi, bien sûr, et c'est le nerf de la guerre, de la libération des otages qui y sont retenus. Et puis, sur la scène fédérale, un mot peut-être, puisque le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, et le ministre fédéral de l'emploi, Randy Boissonneau, disent vouloir protéger le système d'immigration canadien. Alors, pour ce faire, ils feront une annonce aujourd'hui sur le renforcement des programmes de résidence temporaire et des voies d'accès à la migration. Les deux ministres vont s'adresser à la presse à 13h à Ottawa. On sait que le mois dernier, le gouvernement Trudeau avait annoncé resserrer le recours aux travailleurs étrangers temporaires à bas salaire. C'est assez compliqué ce dossier-là, mais ouais, ça fait quand même pas mal jaser. OK, ben Georges est là, il est prêt à commencer. Georges, bonjour. Bonjour Caro. Prêt, pas prêt, on y va, j'ai envie de dire. On y va. On y va parce qu'on a même quand on est prêt, on n'est pas prêt, on est toujours prêt. Voilà. C'est ça. Puis on a des gros sujets à aborder. Hein. La semaine dernière, on avait commencé à parler justement des élections américaines, essayer de comprendre le vote noir, hein, oui, tout parce à fait. que on est là-dedans. La prochaine élection aura lieu le 5 novembre prochain aux États-Unis. Puis on suit ça de près, nous, comme Canadiens, Québécois, là, on voit ça aller. Et puis on essaie de comprendre d'un point de vue sociologique, parce que tu es toi-même sociologue. De façon ethnologique. Mais tout ça, ça va ensemble. Ouais, la psychologie sociale, la sociologie et puis l'anthropologie, c'est presque la même chose, sauf des voies différentes. Oui. Alors, oui, ben vas-y, parce que là, on va aller, on verra la traversée du désert du modèle typique. Hein, oui, du président américain, naturellement. Voilà. Et là, il y a une présidente peut-être américaine. Ben peut-être. Est-ce qu'on est prêt pour ça aux États-Unis? Ben voilà ce qu'on disait en 2008 aussi, c'était la même question. Voilà. Mais ça n'est pas possible. Moi, personnellement, tu sais que cette période-là, j'étais aux États-Unis, j'étais en Californie, et donc j'ai fait d'une manière ou d'une autre la campagne d'Obama, puisque moi aussi j'ai fait des phone calls, je suis rentré dans des groupes qui faisaient la grassroots democracy, ce qu'ils disaient, voilà, cette démocratie populaire. Et donc j'ai assisté grandeur nature, n'est-ce pas, à cette campagne d'Obama, y compris même le discours sur la race, hein, le discours sur la race qu'il a dû prononcer, je crois que je me rappelle plus de la date, mais c'était très fort, très fort. Mais en tout cas, bon, pour la suite, tu l'as dit, Caro, il y a 2 semaines, nous avons abordé un peu le vote noir. Mais le vote noir, comme on l'avait dit, aux États-Unis, ils ont ceci de particulier, c'est que les communautés c'est une
politique communautariste, si tu veux, parce qu'ils ont les Caucasian people, les blancs, ils ont les African Americans, les noirs, les Asian Americans, et les Asiatiques aussi. Ouais. Il y a les Hispanic Americans, voilà, et les Native Americans. Tu vois, les 5 grandes ethnicités aux États-Unis, c'est une politique tout à fait normale, et on a souvent fait la comparaison avec la France, parce que on l'avait dit aussi, c'est très très important, les problèmes d'immigration, et que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, c'est la même chose. Et on retrouve la même racine historique du fait que ce sont les Français qui sont allés chercher les esclaves en Afrique, les Anglais et tout cela. Donc il y a toujours cette articulation là, entre la France et les États-Unis. Alors, donc on a vu un peu il y a 2 semaines un peu le vote noir. Il faut aller chercher le vote noir. Et ce vote noir là, on l'a bien démontré comment il est passé de républicain aux démocrates, parce qu'il n'a toujours pas été démocrate le vote noir. Au départ, le vote noir était beaucoup plus républicain, et parlant en termes de unioniste. Mais oui, voilà, dans le sens le parti républicain était avant pas ce qu'il est aujourd'hui. Le parti unioniste de Abraham Lincoln, le 32e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Et c'est eux qui, pendant la guerre civile, la guerre de sécession de 1861 à 1865, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, et qui a été gagnée par les unionistes de Lincoln, après la fameuse bataille forte de Gettysburg en Pennsylvanie. Et on voit très bien la place centrale que la Pennsylvanie occupe dans les élections américaines. C'est incroyable. Ils sont toujours, parce que historiquement c'est chargé avec la fin de la guerre, la bataille de Gettysburg. Je crois que c'est en 1865 ou 64, je me rappelle plus. Alors donc ça c'est quand même très très important, le vote, le caractère communautaire un peu des choses. Donc comment aller courtiser le vote noir, comment aller courtiser le vote hispanique, comment aller courtiser. Bon, maintenant, on voit très bien que on parle beaucoup plus des noirs, mais pourquoi pas trop des Asiatiques? Il n'y a pas de figures. Qui sont les très Hispaniques aussi, parce que c'est la deuxième langue. Hein, oui, absolument. Et c'est l'Amérique, quand même, l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. On ne voit pas. Donc, c'est simplement faire comprendre aux gens que la question raciale aux États-Unis reste une question quand même très 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 importante, qui traverse des tensions extraordinaires, mais parce que la particularité, c'est que les Noirs ont été amenés en esclavage, et puis on s'en restait quand même sur 400 ans des esclaves. Mais c'est pas à trancher au couteau, hein, dans le sens où le vote noir ne va pas nécessairement maintenant, là, on a vu l'historique, mais maintenant ne va pas nécessairement, puis évidemment à Kamala Harris, ou en tout cas à tout le moins aux démocrates. Hein. Il y a des Noirs qui sont derrière Trump aussi. Mais c'est pas tranché. Alors c'est pas tranché. Non, mais c'est pas tranché. On connaît les positions. Mais c'est des tendances généralement. C'est-à-dire que si toi et moi on se présente à une élection ici au Québec, et que tu gagnes avec 50,5% et j'ai 49,5%, c'est toi qui seras présidente. Et pourtant j'ai quand même 49,5% qu'on peut pas assurer comme ça. Donc tu as raison de faire l'observation. Ce sont des tendances. On voit des tendances. Il y a beaucoup de républicains qui sont avec des noirs qui sont avec des républicains. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que, comme on l'a montré, les démocrates, c'est quand même les anciens confédérés, c'est-à-dire qui sont dans le Sud. Et le Sud qui a quand même esclavagisé les Noirs. Ouais, mais puis c'est bien que tu nous mettes ça en perspective, cette perspective historique-là. Mais là, je pense aux communautés moyennes, là, aux citoyens moyens qui ont de la misère à suivre Donald Trump, qui ont de la misère à suivre les plateformes de chacun, puis qui regardent à gros traits, l'économie va pas bien, Alors, est-ce que ça, c'est un fait historique? Je crois pas, enfin, mais tu me diras, mais que le citoyen noir moyen, afro-descendant va tenir compte. Les démocrates ont un passé... non, Alors, je pense pas qu'on en tienne compte. Je ne pense pas que les gens au quotidien ont cette pensée-là. Mais non, ils ne connaissent pas. Mais c'est toujours tout. Mais il y a quand même des gens qui observent. Oui. L'éducation populaire, c'est ça aussi, parfois. Mais le monde noir, Caro, il y a eu quand même aussi... Les esclaves n'étaient pas forcément
conscients de la condition dans laquelle ils étaient. Ils naissaient aux États-Unis dans la condition d'esclavage. Ouais. Et pour eux, le monde, c'était ça, le monde. La réalité, c'était ça. Mais il y a eu des campagnes de conscientisation, évidemment, par certains Noirs qui étaient évolués à l'époque et qui, dans les églises, parce que c'est l'église surtout qui était l'espace par excellence où les Noirs se retrouvaient. Il y avait l'église, en dehors de l'église, les Noirs n'excellaient pas ailleurs. Donc c'est là où, évidemment, certaines personnes prenaient conscience, évidemment, pour dire « Ah, voilà la condition dans laquelle nous sommes. Et voilà comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir. » Les codes noirs, pourquoi on a installé les codes noirs aussi? Les codes noirs qui existaient, c'est pour maintenir, n'est-ce pas, les Noirs dans cette condition-là. Et voilà, c'était bien inscrit. Quand un esclave s'échappe la première fois, on coupe un pied, la deuxième fois, on fait ceci, on fait cela, on fait cela. Donc voilà. Bon, revenons maintenant sur le modèle type du président américain, que le stéréotype, évidemment, qui s'est assis au cours de l'histoire. Généralement, c'est évidemment, sur le plan de l'âge, c'est souvent des gens qui sont âgés entre 40 et 50 ans, d'une manière générale, hein, d'une manière générale. C'est 40 et 50 ans. Alors, sur le plan du genre, c'est naturellement les hommes, jusque-là, en tout cas. Sur le plan de l'appartenance ethnique, c'est des blancs, en fait. Bon, sur le plan de l'instruction en tant que telle, d'une manière générale, ces présidents ont fait des grandes études, des bonnes études, tu vois un peu. Ils ont été à Yale, ils ont été à Harvard, ils ont été à Princeton, ils ont été à Stanford, et ainsi de suite. Voilà, c'est assez marquant. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis 2008, Caro, depuis 2008, il est en train de se produire quelque chose d'assez particulier. Et une fois de plus, j'étais donc aux États-Unis et les personnes avec qui j'ai discuté à l'époque, des collègues à l'université, que ce soit des blancs ou que ce soit des noirs, je leur disais tout simplement que something is going to happen in this country. Oh George, you're just coming this country. You not know, this country is still racist. Tu vois? Que non, mais tu viens d'arriver mais ce pays encore raciste, ce n'est pas possible. Obama a beau faire, il pourra pas s'en sortir. Parce que là, évidemment, comme tu l'as dit, mais c'est un noir, mais c'est pas possible qu'aux États-Unis, un noir devienne président des États-Unis, c'est pas possible. Et pourtant, en fin de compte, Obama est devenu le 44e président des États-Unis en 2008. Et puis c'est pas forcément les Noirs qui l'ont mené à la victoire. C'est pas les Noirs qui l'ont mené à la victoire. Ce sont des Blancs qui l'ont mené à la victoire. Mais je dis pas que les Noirs ont eu les bras croisés. Mais il y avait aussi, n'est-ce pas, une petite guerre tranchée entre les Noirs aux États-Unis. Quel Noir et quel Noir? Mais les Noirs qui sont les descendants des esclaves et les Noirs qui viennent en immigration comme nous autres, là. Ouais. C'est-à-dire puis Barack Obama, pour la communauté des Afro-descendants, il était noir. On disait, il est pas assez noir. Est-ce qu'il y avait mais le discours là, de toutes les façons, on n'entrait pas là-dedans. On n'entrait pas là-dedans, mais il faut savoir que aux États-Unis, il y a ceci. Il n'y a que des blancs et des noirs. Sur le plan administratif, il y a que des blancs et des noirs. Et aux États-Unis, avoir une ancestralité blanche ne fait pas de toi un blanc. Tu vois? Mais avoir une ancestralité noire fait de toi automatiquement un noir. C'est-à-dire que si tu es à 95% blanc et que tu es à 5% noir, mais on va te mettre dans le groupe des noirs. C'est ça qui est assez particulier. En Amérique latine, tu verras. Oui, mais je ris parce que je pense à la femme du prince Meghan Markle. Absolument. Elle est noire, elle. Je veux voilà. OK, à un moment donné, elle va dire qu'elle était victime de racisme. Je vais, mais je n'avais pas compris qu'elle était. Mais ça, c'est mais voilà. Ce sont les ravages des constructions historiques, évidemment, et de l'émergence, évidemment, du racisme, avec des pseudo-penseurs comme des Gobineau, par exemple. Gobineau qui a écrit essai sur la classification des races ou des choses comme ça. Voilà des gens qui, à cette époque, au XVIIe ou XVIIIe siècle, je me rappelle plus, qui ont fait des travaux pseudo-scientifiques pour mettre que voilà le spectre, c'est là. On va d'une mode très noire à plus très blanc, et ainsi de suite. Et on traite les gens de cette manière-là. Mais revenons à Obama, qui en 2008, finalement, vient démontrer aux gens que non, mais les gens peuvent être raisonnables quand même.
surtout le discours de la race sur la race dont je t'ai parlé là, mais c'était poignant. C'est-à-dire quand tu suis ce discours-là, mais c'est poignant les choses qu'il a dites. Et ouais, c'est un bon orateur. Mais c'est un bon orateur. Il ne laisse pas d'être un bon orateur seulement, mais il a un contenu. Il y a du contenu dans ce qu'il dit et ce qui remue les tripes, quoi. Vous voyez. Alors, mais c'est ça qui a marqué la référence. Donc en 2008, finalement, c'est comme si l'Amérique était là aussi à vouloir régler ses passifs et ses dettes. Ces dettes historiques, ces dettes sur le plan de la discrimination. Tu sais très bien que avant la guerre civile aux États-Unis, ben l'Amérique était contente d'être, je suis raciste, racialiste. Voilà, je traite les gens de cette manière-là. Mais après la guerre de sécession en 65, la reconstruction dont on a évoqué avec Lincoln, qui a impulsé cela, c'est le fameux, ben écoute, on va arrêter avec ça maintenant là. Et puis tout de suite s'érigent les lois Jim Crow. Tu rappelles les lois ségrégationnistes aux États-Unis. Mais d'accord, nous sommes égaux maintenant, mais vivons séparés. Voilà. La nouveauté, c'est ça. Et puis on revient pas. Alors, donc déjà, on voit donc Obama qui arrive, ben finalement, il est président des États. Un noir, et disons qu'il est noir. Disons les catégories qu'on utilise, c'est ça. Bon, il est noir, mais sa mère est blanche. Et pourtant, est-ce qu'on est suffisamment raisonnable pour revoir un peu les catégories administratives pour reconnaître comme en Amérique latine qu'il y a les mulattos, les métis, et les blancs et les noirs? Ça, il y en a pas du tout aux États-Unis. Donc voilà, on règle le problème de la race entre guillemets, entre guillemets. Voilà, l'Amérique est contente. Ben écoute, Obama, il rafle deux mandats. Pas toute l'Amérique, mais en tout cas un bon pas toute l'Amérique, mais ils ont un président noir. Ouais, voilà, ils ont un président noir et qui reste à la Maison Blanche qu'en Suisse par des noirs aussi, hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut, des petites images comme ça, on les a écrites aussi. Et puis la femme d'Obama a fait un discours à la Maison Blanche pour bien le monter suffisamment. Oui. Alors. Oui, vas-y, je te laisse continuer. Ben oui, mais maintenant, donc voilà, le modèle, comme on l'a dit, le modèle du président américain, généralement, c'est quoi ce modèle-là, comme on l'a dit? C'est blanc, voilà, absolument. Alors, donc, Obama, après, qu'est-ce qui se passe? Mais après Obama, il y a aussi une femme qui se présente et qui a toutes ses chances de devenir présidente des États-Unis, ce qu'on appelle le POTUS, voilà, President of the United States, voilà. Hillary Clinton, qui est là. Et puis, quand Obama était au pouvoir, dans la campagne d'Obama, rapidement, c'est très important, tu vois qu'à un certain moment, quand les républicains ont terminé leur convention, ils ont nommé McCain. Ouais. John McCain compris. Mais les démocrates n'avaient pas fait leur convention. Donc il y avait deux candidats. Hillary Clinton et Obama. Mm-hmm. Donc on était à peu près sûr que quelque chose qui va se passer, on verra à la Maison Blanche, soit un noir, c'est la race, soit une femme, c'est le genre, soit un vieux, c'est McCain, parce qu'on a dit quand même ils avaient 40 et 50 ans. Donc ça annonçait la couleur. Bon, revenons maintenant à Hillary Clinton. Hillary Clinton se lance aussi dans la campagne. Mais elle a toutes ses chances quand même. Elle était secrétaire d'État américain et tout cela. Elle est célèbre, on la connaît. C'était la femme de Bill Clinton et tout le tralala. Et en plus, elle est juriste. Elle a fait des bonnes études et de grandes familles. Donc, elle avait toutes ses chances en tout cas. Et même à la fin, quand Trump a fini par gagner, il était surpris, il était étonné, Trump lui-même, qu'il ait gagné. Mm-hmm. Même si elle avait gagné le vote populaire, quand même. C'est-à-dire que oui, si là, c'était après, on n'embarquera pas dans le système électoral américain. C'est oui, mais quand même, c'est important. Les grands électeurs, ben oui, voilà, c'est un truc comme ça. Sinon, évidemment, Hillary pouvait gagner. C'est-à-dire que on se retrouverait avec une Amérique aussi qui est décidée finalement à régler ses dettes et ses passifs sur le plan de... On verra ça va être réglé avec les femmes. Là. Voilà, c'est ça. Mais qu'à cela ne tienne,
le président type américain est toujours en souffrance, Caro. Il est toujours en souffrance depuis 2008. C'est-à-dire que le genre à la Kennedy, tu vois, le genre des présidents jeunes, forts et beaux aussi, qui sont charismatiques comme ça là. Il y avait Edwards aussi, qui à un certain moment, malgré ses démêlés un peu des histoires de mœurs aussi, on l'a mis de côté, démocrate. Donc il y avait beaucoup de ce type de président là que l'Amérique raffole et qui est jusqu'aujourd'hui en souffrance. Donc, mais Hillary ne l'a pas pu parce que s'il y avait pas son histoire des emails qu'elle est allée effacer, quand tu effaces quelque chose, c'est que tu te caches quelque chose à cacher. Bon, aussi la crise en Libye aussi, hein, ça lui a fait l'ambassadeur américain qui a été malmené et tout le tralala, l'assassinat de Kadhafi et tout cela. Bon, mais oui, mais vas-y. Non, j'allais rien dire. Je dis il y avait Trump puis bon. Ben voilà, il y avait Trump aussi. Bon, maintenant, on voit que aujourd'hui, avec Kamala Harris, j'ai comme l'impression de dire que non, mais c'est cette Amérique-là qui, quelque part, veut solder ses problèmes également. Elle n'a pas encore gagné. Caro, tu n'es pas trop, moi, tu n'es pas convaincu. Alors, je suis pas convaincu. Non, mais je vais attendre au 5 novembre. Mais parfois aussi, tu sais, c'est très, très important parce que c'est mon histoire personnelle en tant que telle. Il y avait une collègue qui était noire américaine, là où j'enseignais à la California State University East Bay. Je lui ai dit, mais écoute, franchement, commencez par croire à toi. Genre, c'est pas possible. Et elle était branchée Hillary Clinton. Je lui ai avancé quelques arguments qui l'ont convaincue. Et tu sais ce qu'elle me dit? Qui l'ont convaincu qu'ils l'ont convaincu que de voter pour Obama, bien sûr, à l'époque. Hein? Mais elle dit, George, don't change my mind. Tu vois? Donc, son esprit, c'était Hillary Clinton. Mais comme je lui ai dit, mais attendez, mais commence par croire à ton propre niveau avant de penser que les autres ne pensent pas comme toi. Tu es noire américaine et tu es une femme. Et puis, commence par croire toi-même. Est-ce qu'il y a suffisamment d'arguments pour que les choses changent quand même dans un pays, un grand pays comme les États-Unis? Parce que si on reste sur le statu quo, en pensant que rien ne peut se faire, on restera toujours sur le statu quo. Oui, mais là, on avait le choix entre une femme ou un noir. Alors là, c'était deux votes pour le changement. Voilà, pour le changement. Alors, donc, on est embarqué. Par petite question, pratico-pratique, là, c'est un peu... pas Hillary Clinton, mais Kamala Harris, elle est indienne de descendance. Mon calcul qu'elle est noire, est-ce qu'on la rentre dans... mais tu vas pas rentrer dans le discours de Trump, toi aussi. Non, c'est pas ça. Trump a commencé par dire, est-ce qu'elle est noire? Non, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Je m'en fous. Mais la perception parce que on a parlé avec Raymond Côté ce matin de Laura Loomer, la nouvelle que Trump a trouvé là après avoir c'est ça, la nouvelle coqueluche de Trump. Mais qui dit des atrocités comme si Kamala Harris entre à la Maison Blanche, ça va sentir mais c'est des atrocités énormes. Mais je veux dire, elle est perçue comment Kamala Harris dans la communauté, t'es près des Américains, toi. Et de la communauté afrodescendante. Mais comment elle est perçue, c'est sur la base un peu. L'Amérique, c'est comme ça. Tu es noir, de toutes les façons. Les Indiens, elle est aussi jamaïcaine aussi, puisque le père est de la Jamaïque, quand même. S'il faut faire un peu cette comptabilité-là, on va continuer à le faire. Si on est raciste américain, Kamala Harris Oui, non. Alors, mais je me demandais juste comment elle était. C'est ça. Donc, mère indienne, père jamaïcain. Okay, et puis voilà. C'est la en fait la félicité aux la renommée des États-Unis aussi. C'est quand même aussi voilà. Mais on s'entend bien que George. Mon vote, si j'étais américaine, mon vote irait à Kamala Harris. On s'entend. Je pense quand même que à partir du moment où ces communautés qui sont discriminées, c'est ça aussi la bataille dans l'affaire. Il faut encourager les gens qui partent, la participation, la citoyenneté et ainsi de suite. Moi, je pense que Kamala Harris, mais pourquoi on voit pas le caractère propre de la personne? On est toujours là à s'accrocher un peu à des choses qui n'ont aucune... Sa plateforme électorale, mais ça, c'est pas une chose que... À quel
qu'est-ce qu'elle propose? Et c'est là-dessus voilà, qu'on c'est là devrait qu'il faut voter. aller. C'est là. Et puis Donald Trump puis ses mensonges. Alors, on peut pas trop c'est une autre affaire. Mais en plus aussi, Caro, il faut quand même voir que la dynamique au niveau du parti démocrate, quand tu regardes un peu cette campagne, soyons un peu objectifs là. Qu'est-ce que tu vois dans la campagne républicaine? Il n'y a que la figure de Trump que l'on voit. Qu'est devenu le parti républicain? Que sont devenues les grandes têtes d'affiche que nous connaissions? C'est comme voilà. Mais écoutez, on taxe les pays africains d'être des dictatures, mais quand on voit l'évolution du parti républicain, c'est tout comme une dictature. Il est pris en otage par Trump. Mais voilà, le parti est pris en otage par Trump. Ce qu'il était dans ses heures de gloire. Et pourtant, dans l'histoire même du parti républicain, Trump représente quoi? Représente rien parce qu'il était même proche des démocrates. Il était l'ami des Clinton et tout cela avant qu'ils ne se fâchent. Et il a fait la transhumance vers le parti républicain. Trump n'a pas la tradition républicaine arrivée au corps. C'est un transfuge. Alors comment un transfuge peut arriver dans un grand parti, le GOP, et puis prendre en otage tout un parti et toutes les voix et les grandes têtes d'affiche des républicains? Je ne vois pas. Alors que chez les démocrates, mais tout le monde est là. Tu vois les conventions, même Jimmy Carter, sur son fauteuil roulant, a quand même envoyé son petit-fils. Va me représenter là-bas. Tous les jours. Il y avait même des républicains il y avait même des républicains au Congrès. Donc c'est quand même dire que le parti républicain traverse quand même une crise qui peut être grave. Et quand je vois quand même que les gens continuent à applaudir, c'est peut-être aussi des gens qui votent des traditions familiales qui sont républicaines, d'accord? Mais s'il y a quand même suffisamment de raisons de dire que, écoute, oui. Oui, bon. Alors, je peux pas m'empêcher, parce qu'il reste quelques petites minutes, là, on va s'étirer ça encore, là, mais des déclarations, des mensonges épouvantables, comme J.D. Vance a dit sur les Haïtiens qui mangent des chats et des chiens. Non, mais attends. Trump, c'est horrible, là. Repris par Trump, des mensonges éhontés. Est-ce que là, la communauté noire va faire, là, c'est assez. Parce que, tu sais, il y a quand même des communautés noires ou des gens, là, qui étaient derrière Trump. Mais est-ce que ce sera le coup de grâce pour la communauté noire afro-américaine, même si on n'est pas haïtien? Oui. Parce que là, tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Oui, il y a des limites. Mais, Caro, moi, je suis pas, je suis pas, dans le sectarisme. Je serais quand même dans le fait que non, mais laissez les gens voter comme ils veulent, de toutes les façons. Parce que si on continue quand même aussi à se parler de ce vote noir, de ce vote machin là, mais c'est pas bon parce que écoutez, laissez que chacun fasse son examen, sa propre conscience. Tout le monde voit comment est-ce que Trump évolue. Donc, je pense que si on continue un peu à parler en termes de vote ceci et vote cela, on restera toujours dans ces divisions qui ont tellement fait du mal aux gens. Est-ce que tu penses qu'on continue mais je reviens à ma question, genre, je comprends, puis je suis d'accord avec toi. C'est ça la beauté de la démocratie, c'est qu'on vote chacun pour ses convictions, mais d'un point de vue là extérieur et d'analyste là et de Arta, puis t'as travaillé pour Obama, qu'est-ce que ça fait à la communauté noire ces paroles-là? Est-ce que ça a des répercussions ou c'est comme je sais pas. Tu t'es pas aux États-Unis. Je sais pas, je suis pas aux États-Unis présentement. On voit ce qui se passe. Comment on réagit? Springfield, c'est une chose, mais ailleurs, il y a eu beaucoup d'autres choses aussi. Voilà, tout à fait. Ça, je sais pas, Caro. Je sais vraiment pas. Et puis la communauté noire n'est pas non plus une entité homogène. Non, aussi, mais quand même, c'est là, pas on homogène. On c'est met, pas homogène, parce que les Noirs, vous n'oubliez pas que les Noirs entre eux aux États-Unis se canardent, ils se canardent. Il n'y a pas une unité en tant que telle. Il y a beaucoup de choses aussi à régler au niveau de la communauté noire parce que ils pensent pas de la même façon. Ils se canardent entre eux. C'est toujours les bandes des Noirs entre eux. Aller à Auckland, là où j'étais, c'était quand même assez machin. Donc, ce qui est bien vrai, c'est que il y a un pays, les États-Unis d'Amérique. OK? Et puis il faut pousser les gens, n'est-ce pas, à une sorte d'éducation citoyenne, voilà, pousser les gens à participer et se construire aussi une opinion personnelle par rapport à ce qu'ils voient, hein? Là, l'université Howard, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas possible, Howard University, tu sais qu'on avait reçu ici à notre antenne mon ami Telama qui est professeur de mathématiques à Howard University, à Washington, mais c'est une université noire.
noire, par exemple. C'est une université noire. Quand tu vas là-bas, il y a des étudiants et tout ça, les professeurs, il y a beaucoup plus de noirs. Mais c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est noir, c'est noir. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Ça, je ne sais si je te pose la question comme ça brutalement, Caro. Tu penses que dans l'histoire des États-Unis, c'est une bonne chose d'avoir une Moi, université? je préférerais des universités mixtes. Mais des universités mixtes ont toujours existé. Mais on peut pas forcer non plus. Mais les Noirs ont souvent vu que dans les universités mixtes, évidemment, ils sont toujours discriminés en tant que tels. Et l'idée de cette université noire remonte quand même à Du Bois, quand même aussi, qui est le premier Noir à avoir eu un doctorat. Alors, donc, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça, c'est la complexité même de la société américaine. Et puis, bon, mais moi, franchement, je souhaiterais, en tant que sociologue, qui enseigne dans les facultés de travail social, j'aimerais évidemment que Kamala Harris soit la future présidente des États-Unis, parce que, évidemment. Si j'étais américaine, j'irais faire des téléphones pour son parti. Voilà, exactement. Mais je pense qu'elle a une armée de bénévoles. Oh non, elle a une armée. Elle a toutes ses chances quand même, hein, parce elle a des bonnes chances. Oui, mais si on regarde les sondages, ne sait-on jamais. Parce que les traditions familiales aussi qui sont confortées au cours de l'histoire. Je suis républicain, je reste républicain et tout cela. Oui, c'est ça, on l'évoquait avec Raymond tout à l'heure. Il y a des gens qui vont pas nécessairement voter pour Trump, mais contre Kamala Harris. Contre Kamala Harris. Pour toutes sortes de raisons. Alors, on verra le 5 novembre. Et c'est toutes les femmes se liguaient quand même pour poster une femme. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça aussi, dans la communauté femme, c'est pas, il y en a qui se canardent. Ils se canardent. Voilà. Merci, Jean. Ben de rien, Caro. C'était vraiment intéressant. On fait une pause. On va parler sport un peu plus tard avec Dominique Girard. À tout de suite. Voilà.